Развитие, perspective, exchange, territory, participation, Entwicklung, conseil de développement. Euradio Nantes vous présente Fréquence Citoyenne, l'émission à l'écoute du futur. Bonjour à tous, on se retrouve pour le tout premier numéro de l'année de Fréquence Citoyenne, l'émission proposée par le Conseil de développement Nantes Métropole. Alors janvier, c'est le rituel des vœux, alors bonne année à tous et bonne année à Radio Nantes qui nous accueille depuis déjà plusieurs mois. Aujourd'hui, nous allons parler cantine numérique avec Adrien Poggetti, directeur de la cantine numérique de Nantes et tout nouveau président du réseau national des cantines. Bonjour Adrien Poggetti. Bonjour. Philippe Audic est également avec nous. Philippe, je le rappelle, est le président du conseil de développement. Bonjour Philippe. Bonjour. Et comme d'habitude, vous intervenez bien évidemment quand vous le voulez. Alors, cantine numérique, de quoi parle-t-on pour l'auditeur geek ou féru de technologie de l'information, pour traduire la formule? C'est un concept plutôt familier, mais pour les autres, ça mérite quand même quelques explications. Alors, je suis allé en chercher des explications et je suis allé sur le site du réseau des cantines où j'ai trouvé une définition qui est assez extraordinaire. Et je cite, la cantine est un projet magique, une nouvelle pierre philosophale qui transforme l'immatériel en physique et inversement. C'est une belle définition, mais c'est un vaste programme. Oui, comme vous dites, c'est pas de moi, je précise quand même. Non, c'est de votre collègue parisien, oui, je crois. Tout à fait, Silicon Sentier, c'est ça. Exactement. Vous allez nous dire, Adrien Poggetti, ce qu'est cette nouvelle alchimie numérique, mais avant cela, quelques mots de présentation quand même sur vous. Vous avez 33 ans, vous êtes né à Pornichet, je crois, vous avez fait vos études à Nantes, du droit, puis au Audencia. Vous avez créé votre première entreprise dès 2007, je crois que c'était un site de e-commerce. Oui, tout à fait. Vous êtes aujourd'hui délégué général d'Atlantique 2.0, qui est un réseau d'entreprises liées à l'innovation numérique, et vous êtes le directeur de la cantine numérique, et donc vous êtes le fondateur, je crois, en tout cas, au moins à l'origine. Oui, je suis pas le fondateur du réseau, mais parce qu'il y avait 3 entrepreneurs qui étaient fondateurs du réseau, mais moi j'étais le premier salarié, et puis quand je suis arrivé, on va dire qu'il n'y avait pas de... il n'y avait pas grand-chose. En tout cas, on peut dire que vous êtes l'un des promoteurs de cette organisation. Ça. En tout cas, vous êtes assez représentatif d'une nouvelle génération d'entrepreneurs qui a fait de l'univers numérique son terrain de jeu. Alors, on peut ajouter à ce portrait une passion pour le sport, je crois, le football notamment. Oui. Et en plus, si j'en crois votre CV, parce que grâce à Internet, maintenant, on trouve tout sur tout le monde, vous aimez Welbeck et Scorsese, et ce qui peut que vous rendre sympathique. Enfin, en tout cas, à mes yeux, tout au moins. Tout le monde ne sera pas forcément d'accord avec ça. Mais alors, comme d'habitude dans Fréquence Citoyenne, ma première question est plutôt personnelle. Faculté de droit, école supérieure de commerce, vous étiez plutôt programmé pour être un cadre dans une grande entreprise, mais finalement vous avez choisi un autre chemin. Alors vous aviez le gène de l'entreprise? Alors il y a plein de façons de répondre à cette question, mais j'ai des parents qui sont entrepreneurs dans l'âme, donc c'est vrai que oui, quelque part je pense que le gène s'est un petit peu transmis. C'est vrai que quand on suit des cours dans une école comme Audencia, on est effectivement plutôt, entre guillemets, j'aime pas ce mot-là, mais formaté, pour intégrer des grands groupes. Alors c'est ce que j'ai fait, dans un premier temps au moins, puisque j'ai commencé ma carrière professionnelle en 2004, à la sortie de l'école, par 2 années à Paris, comme tous les bons petits diplômés de Subdeco. J'ai fait du marketing opérationnel chez BNP Paribas. Et oui, effectivement, j'ai eu, on va dire que c'était pas ma tasse de thé, pour le dire poliment. C'est vrai que on va dire le formalisme en fait, et puis la structuration qui est nécessaire en fait dans ces grands groupes, le manque d'autonomie en fait qu'on a sur les postes, au moins quand on commence sa carrière sur des niveaux un petit peu opérationnels, ont fait que je ne m'y retrouvais pas vraiment. Et puis, je suis quelqu'un, je pense, qui est assez représentatif d'une certaine génération, en fait, de gens qui, je l'espère, arriveront, au pouvoir dans les années qui viennent. C'est vrai que j'ai besoin de prendre du plaisir dans ce que je fais, ce qui était absolument pas le cas, en fait, dans le métier que j'exerçais à Paris. D'accord. Et en plus du gène de l'entreprise, vous avez aussi le gène numérique, visiblement, parce que malgré votre jeune âge, vous êtes quand même pas tout à fait un digital native. Je pense que quand vous étiez à la fac, vous preniez encore des notes avec un crayon et un papier, alors que maintenant ils ont tous l'ordinateur sur les genoux. Mais vous étiez un peu prématuré sur ce domaine-là? Alors, prématuré, oui, je sais pas trop, en fait, mais c'est vrai que moi j'ai eu la chance d'avoir un papa, qui était fan de Mac, qui quand il a monté sa première entreprise, travaillait sur Mac, donc il y avait un Mac chez moi, c'était un objet un peu mystique à l'époque. Donc j'ai toujours un petit peu aimé l'informatique, même si je me prédestinais pas forcément à en faire mon métier. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que... Alors, pour l'anecdote, je me souviens avoir essayé de créer un premier blog à l'époque, ça devait être en 2003.
mais on va dire que les outils de l'époque étaient pas forcément accessibles pour quelqu'un qui est pas technique en fait comme moi, donc j'ai rapidement laissé tomber. Mais c'est vrai que déjà j'avais un intérêt pour la chose. Et puis après en fait le vrai choc pour moi ça a été dans le cadre de mes études. J'ai eu l'occasion quand j'étais en fac de droit de faire ma maîtrise en Angleterre, à Nottingham plus précisément. Alors c'est vrai que venir de l'université de Nantes, pour laquelle par ailleurs j'ai énormément de respect parce que j'ai passé un très bon temps là-bas, et puis arriver dans une université en Angleterre où il y avait sur le campus, il y avait à peu près une quinzaine de salles remplies d'ordinateurs qui étaient à disposition des étudiants 24 heures sur 24, y compris le week-end. C'est vrai que quand on arrive de l'université française, ça fait un peu bizarre. C'est vrai que moi, tous mes devoirs jusqu'en licence, on les rendait en fait, sur des copies papier. C'est ce qui se faisait à l'époque, manuscrites. Et puis en arrivant en Angleterre, on était une petite dizaine d'étudiants français. C'était un peu le choc pour nous parce que là-bas, ça se faisait pas du tout. Rendre un devoir manuscrit, on était à l'époque, c'était en 2001, 2002. Les Anglais, pour eux, c'était inconcevable en fait de rendre un devoir manuscrit. Donc on a été obligé de s'y mettre. Et puis c'est vrai que du coup, après, c'était un petit peu parti, quoi. Et alors venons-en à cette histoire de cantine numérique. Là tout à l'heure j'ai repris une définition un peu poétique, celle de la pierre philosophale, mais plus concrètement, alors dites-nous de quoi il s'agit. On y fait quoi? Ça sert à quoi? Comment c'est arrivé à Nantes? Alors peut-être pour commencer, je vais essayer d'expliquer pourquoi on parle de cantine numérique, pourquoi on dit cantine. Parce que c'est vrai que la petite blague, c'est toujours de dire qu'est-ce qu'on mange à la cantine? On mange du numérique, oui, effectivement, ça. Et puis des événements aussi, beaucoup. Pourquoi est-ce que ça s'appelle une cantine? Tout simplement parce que le père fondateur des cantines, qui s'appelle Stéphane Distinguin, qui est donc le fondateur de Silicon Sentier, l'association parisienne qui a créé la première cantine française, est parti du constat de se dire que l'innovation et l'échange, en fait, l'innovation c'est beaucoup de l'échange entre les gens, que les entreprises du numérique sont aujourd'hui encore pour beaucoup des petites entreprises, et que si on parle d'innovation dans un grand groupe, souvent, ce qu'on constate, c'est que l'échange interservice a lieu au seul endroit où c'est vraiment possible physiquement, c'est-à-dire à la cantine. C'est-à-dire, typiquement, c'est l'endroit où le service marketing va parler en fait aux responsables de la R&D. C'est là où les idées s'échangent. Quand on est dans une petite structure qui fait moins de 10-20 salariés, on n'a pas forcément les moyens d'avoir une cantine pour soi, mais on a quand même besoin d'avoir des lieux d'échange. Donc c'était le petit clin d'œil au grand groupe, que d'appeler ça cantine numérique. C'est le lieu où on échange quand on est une petite structure. Donc ça, c'est pour préciser un petit peu pour les gens qui se demandent et qui ne se demanderont plus après l'émission pourquoi on appelle ça une cantine. Je trouve que c'est toujours intéressant de le préciser. Alors la cantine nantaise existe depuis février 2011, si je ne m'abuse. Ça va faire 2 ans qu'on a ouvert nos portes. C'était la 3e cantine française. Et aujourd'hui, et la cantine concrètement, c'est 3 choses. C'est à la fois un espace de coworking. Alors, il va falloir que j'explique un petit peu tous les termes, mais j'imagine qu'on aura l'occasion d'y revenir. Donc, qui est un lieu d'accueil pour les travailleurs du numérique, les porteurs de projets, les indépendants. C'est-à-dire que tous les jours, on a une quinzaine de personnes qui viennent travailler chez nous, qui sont pas des salariés de la cantine, qui sont leurs propres salariés, mais qui trouvent chez nous en fait un cadre de travail un petit peu professionnel qui change, on va dire, du salon et puis du bureau qu'on peut avoir chez soi. Donc un espace de coworking, un espace d'animation événementielle. La cantine, c'est un lieu où on organise à Nantes un petit peu plus de 200 événements par an, en rapport avec les thématiques du numérique. Et c'est enfin ce qu'on va appeler, c'est un espace d'expérimentation, c'est-à-dire qu'on essaye de pratiquer en fait l'innovation dans nos murs. Je m'explique, on va mettre en place des formats d'événements comme le Startup Weekend, où on est typiquement dans de la création d'entreprises, sur des périodes longues, et où on essaye de sortir des choses et de capitaliser en fait sur ce qui se fait dans nos murs, quoi. Donc ce sont ces 3 choses cumulées qui forment l'entité cantine. Vous avez devancé ma question sur la cantine, mais c'était non, ne soyez pas désolé. Je l'avais noté parce qu'il y a quand même un écart intéressant à noter dans le vocabulaire, parce que quand on va chez vous, on entend parler de pitch, de coworking, d'open coffee, etc. Un vocabulaire et d'un coup la cantine, c'est une espèce de mot presque même plus ancien, parce que vous avez cité l'exemple alimentaire, mais à l'origine c'est même un terme militaire. C'est l'endroit où on allait boire plutôt, la cantine. Oui. Tout à l'heure, je vais vous dire, est-ce qu'il y a une cantinière? Parce que il y a même des chansons célèbres sur le sujet, mais cet écart est assez intéressant à noter. Alors, ça peut être aussi une continuité, mais c'est pour ça que j'avais noté un peu cette question-là. Comment c'est financé, une cantine numérique?
Alors, une cantine numérique, c'est parce que, alors, on est une association. Je vais lever des pas des tabous, mais des idées assez préconçues en fait dans l'esprit de beaucoup de gens. En fait, une association, c'est pas exclusivement de l'argent public, et bien heureusement. Le financement de la cantine aujourd'hui, il est mixte. Je m'explique. On va être très transparente. On est une association, de toute façon, on communique dessus, donc je vais vous donner des chiffres. La cantine budget 2013, c'est un petit peu plus de 500 000 euros. Sur ces 500 000 euros, il y a à peu près la moitié de cet argent qui vient effectivement des collectivités. Dans notre cas, l'État, la région et Nantes Métropole. L'autre moitié est financée par des acteurs privés, que ce soit des partenaires privés du type Orange, Alcatel, SFR, et puis bien d'autres. Les cotisations des entreprises membres du réseau, il y a plus de 250 entreprises dans le réseau Atlantique 2.0 aujourd'hui, et puis l'exploitation, les revenus qu'on génère avec l'exploitation de notre lieu, donc que ce soit la location des espaces de coworking ou de nos salles pour les événements qui sont organisés par des partenaires privés. Et toutes les cantines en France sont un peu montées sur le même modèle ou... C'est le principe, parce que la philosophie en fait derrière ça, elle est double en fait, c'est de se dire que quelque part on remplit une mission, j'ai envie de dire de service public, entre guillemets, c'est-à-dire que typiquement une agence de développement économique portée par la région pourrait tout à fait s'emparer de ce sujet en fait et porter des événements, porter en fait la structuration d'une économie numérique sur le territoire. Mais quelque part, donc on remplit un petit peu ce rôle-là, donc il y a une légitimité à demander de l'argent public en fait sur notre action, mais on a aussi le besoin en fait en tant que cantine d'avoir effectivement des fonds privés, parce que si on n'a pas les entreprises qui financent et qui mettent la main à la poche pour financer un petit peu l'activité du lieu, c'est qu'on n'a pas vraiment de raison d'exister, quoi. On va prendre une première pause musicale. Fréquence citoyenne. I was sitting on a bench at the north end of the building. A passerby gave me trouble and started yelling. I am standing on a bench at the north end of the building. Shrinks from the teeth under the shirt he's wearing. You can always try to pick on me. I'll send you up a gum tree. They'll laugh. I've got no fears, you'll be holding a wolf by the ears. Now for sure you up shit creek. Gee, you're such a geek. Now for sure you up shit creek. Gee, you're such a geek. You thought you'd make it. Just a girl, this is it. Bullshit. Little you knew about it. Now for sure you up shit creek. Gee, you're such a geek. Now for sure you up shit creek. Gee, you're such a geek. You can always try to fight with me. Look for me, you'll find me. They're all staring, I'm safe. You made a fool out of yourself. Now for sure you up shit creek. Gee, you're such a geek. Now for sure you up shit creek. Gee, you're such a geek. Okay, now let's simmer down. I hate the clash and I'm down. They're all scared, all but me. C'est la vie. Now for sure you up shit creek. Gee, you're such a geek. Now for sure you up shit creek. Gee, you're such a geek. Of course I could have run away, but the next one would have had to pay. Use my strength and morality. Doesn't mean you didn't hurt me. Now for sure you up shit creek. Gee, you're such a geek. Now for sure you up shit creek. Gee, you're such a geek. It can't make one happy to forget about humanity. I have hope, one day you'll see. Deep inside you have dignity. Now for sure you up shit creek. Gee, you're such a geek. Now for sure you up shit creek. Gee, you're such a geek. Fréquence citoyenne.
Oui, Adrien, je souhaiterais qu'on revienne juste sur votre dernière expression et pour faire le lien entre Atlantique 2.0 et la cantine. Donc, est-ce que la cantine, c'est le lieu et Atlantique 2.0, l'association qui regroupe les acteurs? Enfin, c'est un peu comme ça que je le comprends. Mais c'est exactement ça. En fait, tout simplement, la cantine n'a pas d'existence juridique en propre. C'est le lieu qui est utilisé par Atlantique 2.0 et puis plus largement par les acteurs du numérique local pour effectivement travailler et organiser leurs propres événements. D'accord, merci. Alors moi, ce qui m'intéresse dans le développement de la cantine, c'est le côté développement économique. Bien sûr. Donc, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui la cantine? Si on parle d'un territoire qui est celui on va dire de la Loire-Atlantique globalement, qu'est-ce que ça représente en termes de, je sais pas, nombre d'entreprises, nombre d'emplois? Alors c'est une question qui est compliquée parce qu'il n'y a pas de chiffres officiels. Nous, on tient effectivement le listing, et puis on tient des statistiques sur notre population de membres et puis sur les emplois que ça représente, qui sont recensés au niveau de l'association. Maintenant, c'est pas exhaustif puisque le numérique, il y a énormément d'entreprises qui naissent, il y a des entreprises qui meurent, et puis il y a des entreprises, en fait, il y a des gens qui sont pas dans les réseaux, tout simplement, en fait, et qui sur cela, on a énormément de mal à les comptabiliser. Sur Atlantique 2.0, on a 250 entreprises qui sont membres de l'association. Ça représente un petit peu plus de 4000 emplois sur le territoire. Donc c'est une moyenne, en fait. Alors après, il y a toutes les tailles de structure, mais en gros, si on enlève les gros mastodontes, et puis pour avoir un échantillon un petit peu représentatif, on a une moyenne de salariés par structure qui est de l'ordre de 8 à 10 salariés. Ok. Quand on parle du territoire, on parle de région ou Alors, on a une dimension régionale sur l'action de l'association. Maintenant, on va dire que la représentativité de nos membres est assez conforme à ce qu'on va retrouver sur le secteur TIC au sens très large du terme sur la région, c'est-à-dire qu'on est sur des secteurs qui sont extrêmement concentrés, à savoir qu'on estime que 80% à peu près des entreprises TIC de la région sont basées sur la Loire-Atlantique et pour d'un grand nombre d'entre elles sur Nantes et la périphérie. C'est ce qu'on retrouve nous aujourd'hui au niveau des statistiques sur les membres de l'association. Alors peut-être pour illustrer un petit peu, je veux dire ce profil d'entreprise, je mets à part les très grosses organisations qu'on connaît déjà plus ou moins. Qu'est-ce que vous mettriez en avant pour montrer, je veux dire quelques exemples d'entreprises qui sont développées depuis quelques années? Alors on a quelques entreprises dont on parle beaucoup en ce moment, en fait, dans la presse notamment, et puis sur les médias web nationaux, enfin des entreprises comme DoYouBuzz, comme iAdvice, comme Lengo, qui sont des exemples typiques de start-up qui sont très inspirantes pour les autres. Si on prend une entreprise comme Lengo, c'est une structure dont les 2 fondateurs sont parisiens d'origine, s'installe sur Nantes il y a maintenant 3 ans à peu près. Quand ils arrivent sur Nantes, on va reprendre l'image d'HP, qui est dans son garage dans la Silicon Valley, c'est pas exactement ça, mais bon, ça y ressemble. Ils débarquent à 2 avec l'équivalent de 2 salariés. Aujourd'hui, c'est une structure qui embauche je crois qu'ils sont un peu plus de 60. Donc, une belle progression, en fait, en termes à la fois de chiffre d'affaires et puis, effectivement, de recrutement en l'espace d'à peine 3 ans. Donc c'est les beaux exemples. Il y a aussi une phase sombre entre guillemets parce que le numérique, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas l'Eldorado. Il suffit pas de sortir la pioche pour devenir millionnaire. Ça serait un petit peu trop simple. L'époque où il suffisait de noircir 3 feuilles de papier pour lever 10 millions d'euros est bel et bien révolue et quelque part heureusement. On s'appuie quand même sur des choses qui ont une vraie dimension matérielle. Les entreprises qui sont aujourd'hui en phase de structuration sont structurées comme toutes les entreprises avec des experts comptables en fait, des juristes en fait, et puis tout ce qui est nécessaire en fait dans la bonne gestion d'une entreprise. Donc on a de la casse. Pourquoi ? Parce que on est sur un secteur d'activité où les barrières à l'entrée sont malgré tout très faibles, puisque construire un site internet quand on veut faire du e-commerce par exemple, ça coûte beaucoup moins cher que d'aller louer un pas de porte dans le centre-ville. Donc il y a énormément de gens qui se lancent. Tous ne réussissent pas, il y a de la casse, c'est clair. Mais c'est vrai qu'on a quand même cette chance d'avoir une économie qui est extrêmement dynamique et qui sur Nantes en tout cas, trouve un écho au travers de l'écosystème qui est extrêmement favorable. Est-ce qu'il subsiste quelques bulles, parce que l'expression bulle Internet existait à un moment, est-ce qu'il subsiste encore quelques bulles un peu spéculatives sur ce sujet ?
On va pouvoir le voir ça à des niveaux beaucoup plus globaux, c'est-à-dire que quand Facebook rachète Instagram, on est sur des montants qui font un petit peu halluciner tout le monde, on va pas se mentir, puisqu'on est plus sur de la valorisation que sur le réel rachat en fait d'un chiffre d'affaires ou donc on est sur de la valorisation des utilisateurs, en fait des profils utilisateurs, des données, c'est tout l'enjeu de ce qu'on appelle le big data en fait notamment. Mais c'est très prospectif. Donc c'est vrai que sur des valorisations comme celle-là, même nous ici, vu d'ici, on a quelques doutes. On est évidemment un peu dans l'expectative de voir ce que ça va donner. Maintenant, c'est vrai qu'en France, on n'est pas, pour les entreprises que j'ai l'habitude de côtoyer, on est sur des choses qui sont nettement plus réalistes quand même. Oui, pardon Philippe, allez-y. Oui, moi j'ai aussi une question sur... comment dire, on a parlé de la volatilité d'une certaine manière de ces entreprises, certaines réussissent, citer le cas de Lengo d'ailleurs, je sais pas, qu'est-ce que fait Lengo, parce que pour les auditeurs... Alors, à expliquer, c'est un petit peu compliqué. En gros, Lengo, je vais essayer de le faire le plus simplement possible, je pense que si les fondateurs étaient là, ils le feraient beaucoup mieux que moi, mais Lengo est un outil, on va dire, qui est proposé en SaaS, donc c'est du software as a service, c'est donc un outil qu'on va chercher sur Internet, qui va permettre aux e-commerçants de centraliser et de gérer et d'analyser l'intégralité des flux sortants de leur site Internet, et notamment typiquement le catalogue produit. Quand on est un e-commerçant aujourd'hui, on va chercher à aller vendre son produit pas uniquement sur son site Internet, mais aussi sur Price Minister, sur les places de marché, de se référencer sur Fnac.com, etc., ou même sur Facebook, ou Amazon par exemple. L'intérêt de Lengo, c'est qu'il va permettre de centraliser en fait l'intégralité de ces flux sortants et puis de mieux capitaliser, mieux les vendre, optimiser ses taux de conversion, etc., etc. Donc Lengo, c'est une entreprise qui, à l'instar d'un YouAdvise aujourd'hui, qui est un petit peu sur le même modèle, alors pas concurrent sur un autre métier, mais qui est un peu sur ce même modèle ce même business model. C'est une entreprise qui travaille avec les plus gros acteurs français du e-commerce, donc c'est-à-dire qu'ils ont aujourd'hui, je vais pas dire de bêtises, mais je crois qu'il y a Castorama, il y a la Fnac qui sont clients chez eux, il y a la MAF, en fait, c'est assez impressionnant. J'ai vu hier soir, Lengo, en ce moment c'est les soldes, indexe 115 millions de produits en fait sur les sites internet, que ce soit en France ou même dans le monde, puisqu'ils ont attaqué un développement international. Alors, peut-être pour en venir à une question, quel est le lien de l'entreprise au territoire ? Bon, moi, je suis un développeur, historiquement. J'ai une interrogation par rapport au lien de ces entreprises du numérique au territoire. Alors, il y a première question, pourquoi viennent-ils à Nantes ? Et donc, pourquoi on dit que la cantine nantaise est la deuxième nationale ? C'est intéressant. Et qu'est-ce qui fait que des gens choisissent de venir à Nantes, comme les fondateurs de Lengo ? Et en même temps, le risque est-il fort de voir ces entreprises-là, une fois qu'elles ont un peu réussi et qu'elles se sont développées, d'aller s'installer ailleurs, parce que finalement, il n'y a pas grand-chose qui les lie au territoire. Et pour compléter la question de Philippe, la formule Nantes, deuxième ville du web, est apparue partout et est aujourd'hui reprise, y compris dans un certain nombre de discours officiels. Donc, quelle est après la réalité de ce slogan ? Peut-être pas qu'un slogan d'ailleurs. Alors, nous en tout cas, on essaye de tout faire pour que ça dépasse effectivement le cadre du slogan. Pour répondre à la question, c'est une question qui est difficile. Moi, je suis assez convaincu, pour les côtoyer, que ces chefs d'entreprise ont un attachement profond au territoire, parce que on trouve à Nantes des conditions d'expression en fait, qui sont extrêmement favorables à l'économie numérique. Pourquoi ? Parce qu'on a des investisseurs, on a des médias typiquement comme Radio par exemple qui s'intéressent à l'activité numérique du territoire, on a des écoles qui sont investies en fait et qui commencent à prendre conscience de l'importance de cet aspect économique en fait des choses. On a des entrepreneurs en fait qui sont nombreux et qui prennent des risques. Et puis il y a des gens comme nous à la cantine qui font la connexion et la passerelle entre tous ces gens-là. En plus de ça, on a un truc qui est quand même essentiel, c'est une volonté politique. C'est-à-dire que on a la chance d'avoir sur le territoire régional, métropolitain, des élus et puis des services qui sont extrêmement mobilisés autour de la cause numérique, y compris vraiment conscience en fait de l'importance de ce pan de l'économie en fait dans l'attractivité d'un territoire. Donc on a un ensemble de facteurs favorables qui rendent la ville dans son ensemble extrêmement attractive pour des Parisiens qui cherchent évidemment une qualité de vie. On a quand même cette chance à Nantes d'avoir une qualité de vie qui est assez extraordinaire,
qui cherchent des niveaux de salaire en fait qui sont effectivement un peu inférieurs en fait à ceux qu'on va trouver à Paris. Un développeur à Paris, c'est peut-être 1,5 fois, 2 fois plus cher qu'un développeur à Nantes. Et puis des niveaux de loyer aussi qui sont inférieurs, donc qui rendent Nantes concurrentielle par rapport à une ville comme Paris. Le tout à 2 heures de TGV de la capitale. Bon, voilà, on a une position qui est extrêmement favorable effectivement pour le développement de l'économie numérique. Est-ce que c'est ça qui illustre une information que je voyais passer hier sur les réseaux sociaux alors je sais plus, c'était un blog qui énumérait les bonnes raisons pour que Twitter s'installe à Nantes. J'ai vu ça aussi hier. Mais en fait, j'ai envie de dire, on a une génération d'entrepreneurs qui sont, pour certains, au conseil d'administration de l'association. On a énormément de volonté, surtout on a énormément d'ambition. Rien ne nous interdit aujourd'hui de rêver à l'installation d'entreprises comme Twitter en fait sur Nantes. Alors, évidemment, on va pas se mentir, la place de numéro 2 qu'on revendique un petit peu aujourd'hui en France, elle est difficilement mesurable. On la mesure nous dans les échos qu'on a des experts, notamment qui s'intéressent au secteur, qui considèrent qu'effectivement Nantes, il y a un dynamisme et une ébullition qui font de la ville en fait effectivement la deuxième ville du web en France. Maintenant, on n'ira pas concurrencer Paris et son bassin de population, ça reste une évidence. Mais voilà, pour toutes les raisons que j'ai énumérées auparavant, l'installation d'une entreprise comme Twitter ou d'une antenne, on va dire nationale, d'une entreprise comme Twitter ou d'une entreprise comme Facebook sur Nantes est, je pense, beaucoup moins une utopie aujourd'hui que ça ne pouvait l'être il y a 3 ou 4 ans. Mais cette information-là, quand vous voyez passer ça vous surprend pas finalement? Vous dites c'est quelque chose, c'est pas inconcevable. Non, c'est pas inconcevable. Alors peut-être que effectivement, moi je suis évidemment, je prêche pour ma paroisse, c'est un petit peu évident, mais je pense très sincèrement que une entreprise comme Twitter, une entreprise comme Facebook ou même un Google trouverait des conditions extrêmement favorables en fait dans une implantation sur Nantes. Et que la structuration de l'écosystème numérique local est une vraie force pour des entreprises comme ça. Et vos voisins de Rennes, c'est des gens avec qui vous travaillez ou c'est des gens avec qui vous êtes en concurrence? Ou Twitter pourrait s'installer à Rennes, non? Alors Twitter pourrait s'installer à Rennes évidemment, mais non, on essaye d'être un petit peu plus constructif en fait que concurrentiel. C'est-à-dire, évidemment, il y a de la concurrence entre les territoires. De dire le contraire, ce serait un petit peu un mensonge parce que tout le monde revendique en fait une place qui est un petit peu importante là-dedans. Mais je pense que c'est pas propre au numérique, c'est dans tous les secteurs d'activité. Maintenant, on essaye de travailler de façon intelligente. Vu des États-Unis et vu de San Francisco, puisqu'on va parler de ce qui nous intéresse en fait un peu plus particulièrement, Nantes, Rennes. J'ai envie de dire, c'est pareil. La Bretagne, l'ouest de la France, même de Nantes à Paris, les 2 heures, c'est exactement la même chose. Donc, on serait un peu stupide, je pense, de s'aventurer sur ce terrain concurrentiel, là où, au contraire, tout ce qu'on essaye de faire, c'est vanter les vertus du travail collectif. Très bien. Avant de parler de vos nouvelles fonctions nationales, on va prendre une deuxième respiration. Fréquence citoyenne. Was I far from where we started? I'm already gone. I am gone. None of this counts for nothing. A kiss on the mouth means nothing.
you're gonna miss me. Drunk and dumb, I'm drowning on my own. Just as I predicted, right where I belong. I'm already gone, I am gone. None of this counts for nothing. A kiss on the mouth means nothing. None of this counts for nothing. A kiss on the mouth means nothing. Means nothing. Means nothing. Fréquence citoyenne. Alors Adrien Poggetti, au-delà de la cantine numérique de Nantes, vous êtes aujourd'hui le président du réseau national des cantines numériques. Alors c'est une reconnaissance d'abord personnelle pour votre travail, mais c'est aussi une reconnaissance de la ville et de l'ensemble des talents qui s'y déploient et dont vous nous avez parlé. Alors ce réseau c'est quoi et vos projets pour ce réseau c'est quoi? Alors d'abord oui, c'est une reconnaissance, moi je suis plus pour la ville et pour l'écosystème que je peux représenter que pour moi, parce que c'est vrai que même si j'avais été très bon dans mon secteur, si j'avais pas tous les gens en fait qui sont derrière moi, je pense que ça aurait été compliqué de prendre la présidence du réseau des cantines. Pas trop modeste. Non mais bon, il faut quand même le reconnaître. Le réseau des cantines, c'est une initiative qui coulait un petit peu de source à partir du moment où on a eu 4-5 cantines sur le territoire national. Parce que, effectivement, je le disais juste avant la coupure, on est vraiment sur la revendication de la vertu du travail collectif et du travail collaboratif. Donc le truc, c'est ce qu'on applique nous au niveau local, il faut qu'on soit capable en fait de le mettre en marche au niveau national aussi. Donc je dirais que le réseau des cantines, il était dans l'ADN des cantines en fait depuis le départ. La difficulté qu'on a eue, c'est que travailler. Alors, on pourrait effectivement dire, mais les outils numériques, etc., mais on a les mêmes problèmes un petit peu que tout le monde, quand même, quand on a tous le nez dans le guidon sur notre propre territoire géographique. Réussir à se coordonner au niveau national et à trouver le temps de le faire pour monter une association, c'est un petit peu long. On a mis presque 9 à 10 mois à se fédérer, travailler sur des statuts, identifier les besoins qu'on pouvait avoir tous ensemble. Aujourd'hui, on est parti sur une optique qui est un petit peu triple, à savoir que le réseau des cantines va avoir pour objet de proposer des outils à cet ensemble de coworkers qui utilisent les cantines au quotidien. Ça représente quand même un petit peu plus de 200 personnes aujourd'hui en France qui travaillent, ce qu'on va appeler en télétravail, en coworking, etc. Leur proposer des outils en fait, pour qu'ils puissent s'interconnecter les uns les autres, identifier des opportunités de business, pouvoir effectivement les amener en fait à identifier des compétences, pouvoir aller un petit peu plus loin dans la structuration de leur métier. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est organiser des événements de nature nationale avec le réseau des cantines. Typiquement, on a par exemple organisé il y a maintenant 5-6 mois le lancement de la version professionnelle de Windows 8 dans l'intégralité des cantines au même moment, avec partout un représentant de Microsoft en fait qui était présent pour venir expliquer aux développeurs, aux techniciens un petit peu ce qui se passait. Donc ça c'est intéressant. Ou par exemple une journée nationale en fait de radio, parce qu'on en fait aussi de temps en temps, nous c'est plus sur internet mais on en fait, de radio où on avait des programmes qui étaient enregistrés à Rennes, des programmes qui étaient enregistrés à Nantes, des programmes qui étaient enregistrés à Paris, tout ça en live et diffusé dans toutes les cantines françaises. Donc voilà, des petites initiatives qui permettent de faire connaître les initiatives locales bien ailleurs qu'à Nantes, on va les faire connaître à Toulouse, et ça permet par exemple à des entreprises, nous on a une entreprise qui s'appelle BIAP par exemple, qui a fait le tour des cantines pour aller toucher les publics numériques, donc sur une opération montée par l'ensemble des cantines, pour aller présenter ses activités à des clients potentiels. Donc c'est ce type d'initiative qu'on va essayer de mieux structurer, parce que c'est vrai qu'on avait ce besoin au niveau du réseau. Et puis le dernier truc, qui est pas le moindre,
c'est bien évidemment d'accompagner les futures cantines dans le processus de labellisation cantine. C'est-à-dire que on a des valeurs dans lesquelles on croit. Je vais parler du collectif, on parle de transparence, on parle de l'open source, on parle effectivement du plaisir en fait qu'on a dans le travail. Ce sont des valeurs auxquelles on est extrêmement attaché et on tient absolument à ce que les lieux qui demain s'appelleront cantines soient des garants en fait de ces valeurs-là également. Donc l'intérêt de se fédérer en réseau, c'est de pouvoir être dépositaire quelque part d'un label et de pouvoir accorder en fait en fonction des dossiers qui nous sont présentés la labellisation cantine aux lieux qui rentrent un petit peu dans le scope qu'on cherche à définir. Et ce réseau qui est un réseau national, il a vocation éventuellement à être plus large que ça, parce qu'on est sur une radio européenne ici. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui est ouvert plus largement? Alors le réseau déjà pour être très exact, c'est le réseau des cantines et des lieux associés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a 5 cantines. Il y a aussi dans le réseau ce qu'on va appeler 4 lieux associés. Ce sont des lieux qui ne portent pas le nom cantine, mais qui sont, qui poursuivent les mêmes objectifs et qui partagent les mêmes valeurs. Je pense à un lieu comme la Boîte à Marseille, ou le labo de l'édition numérique à Paris, la plage digitale à Strasbourg, sont des lieux qui s'appellent pas cantine, mais qui sont exactement sur le même fonctionnement en fait qu'une cantine. Donc on est déjà 9 lieux, là on en a quelques-uns qui sont en cours de labellisation. Ça répond pas complètement à votre question, mais je vais y venir. Le principe, c'est que effectivement tous ces lieux fédérés ont une représentativité en fait au travers de ce réseau national qui va nous permettre d'aller justement travailler en fait avec d'autres espaces de coworking qu'on connaît bien en Allemagne, à Londres en fait ou en Espagne pour commencer, et de pouvoir identifier des événements en fait, des opportunités d'événements communes pour donner de la visibilité à ce qu'on va appeler l'innovation à la française. Parce qu'on a quand même des belles spécificités en fait dans notre façon de concevoir l'innovation en France qu'il nous faut effectivement aller valoriser à l'extérieur. Maintenant, c'est un programme qui est extrêmement ambitieux, qui va demander beaucoup de temps, beaucoup d'actions, puis effectivement de l'argent aussi, on va pas se mentir. Je suis pas convaincu qu'on arrive à faire tout ça dès la première année. En fait, là, le réseau vient à peine d'être lancé, mais ça fait partie des objectifs effectivement à moyen terme. Au-delà de Paris et de Nantes, il y a quelques bons exemples dans des villes européennes qui sont un peu connues. Il y a des beaux écosystèmes à Berlin, notamment à Londres, c'est clair. Bon, ce sont des villes qui sont extrêmement attractives de base, mais c'est vrai qu'on sent. Moi, j'ai eu la chance d'aller voir un petit peu ce qui se passait à Berlin. On sent que c'est une ville qui est extrêmement dynamique sur la question numérique, avec des opportunités d'emploi et de croissance qui sont monstrueuses. Et qui attire les jeunes générations aujourd'hui beaucoup. Énormément, quoi. Oui. Donc ça, c'est des villes. Effectivement, nous, on a la chance de connaître un petit peu les gérants d'espaces de coworking. Faut savoir qu'à Berlin, des espaces de coworking, il doit y en avoir une dizaine et qui sont tous pleins à craquer. Le télétravail, en fait, en France, c'est pas encore un mouvement qui est extrêmement développé, mais qui va certainement être appelé à le devenir dans les années qui viennent, oui. Et qui est un mouvement dont on parle depuis longtemps, mais qui pourrait finalement arriver maintenant grâce à ce genre d'outils. Tout à fait. Oui, peut-être une question sur votre reconnaissance ou la reconnaissance de la ville. Est-ce qu'il est quelque part inéluctable que les talents provinciaux finissent par remonter sur Paris parce qu'ils ont... ou sur Londres. Ou sur Londres, éventuellement, bien sûr. On a déjà vécu ça avec notre ami Pierre Montel, qui lui s'occupait des radios associatives et qui s'en occupe maintenant, mais au niveau national. Donc, est-ce que la même chose peut arriver à Adrien Poggetti? Alors, moi, à titre personnel, j'ai eu la chance de voyager un petit peu. J'ai habité aux États-Unis, pas très longtemps, pendant 6 mois. J'habitais en Angleterre pendant 1 an dans le cadre de mes études. Donc, j'ai vu un petit peu ce qui se passait. J'ai passé 2 ans à Paris, donc j'ai déjà fait Paris. J'en suis revenu. C'est pas pour repartir tout de suite. Au moins, j'espère. Je dis pas que faire le tour du monde ça m'intéresse pas, au contraire ça m'intéresse, mais j'ai des racines vraiment ici, je suis attaché à cette ville parce que je trouve qu'il s'y passe des choses extraordinaires, je trouve qu'il y a des gens en fait ici, et puis surtout c'est ce que je disais à Éric Varin, qui est donc le directeur du CCO et qui a eu qui m'a fait l'honneur de m'interviewer en fait pour les 30 ans du CCO. Ce que j'expliquais, c'est qu'on a ici une chance folle, c'est qu'on a des acteurs, je trouve. Moi, je découvre un peu, je suis encore un peu jeune dans le milieu, j'ai pas l'expérience en fait de Gabriel ou d'un Philippe Audic, mais je trouve depuis 3 ou 4 ans en fait que moi je découvre ça, c'est cette vertu du travail collectif. En fait, je pense que c'est pas que de la parole à Nantes. Il y a une vraie volonté des acteurs de travailler ensemble de façon cohérente.
Nous, on a trouvé notre place un petit peu là-dedans, et je suis absolument convaincu que c'est ce qui fait avancer un territoire, et ce qui fait avancer Nantes, en fait, de façon plus, on va dire, plus rapide que les autres villes. Si le travail collectif est la valeur que vous attribuez à Nantes, on peut espérer que le FCN devrait remonter sous peu. Alors, ça, je l'espère de tout mon cœur. Moi, je voudrais vous poser une question un peu plus large. Enfin, vous avez déjà commencé à y répondre dans tout ce que vous avez dit, notamment sur les entreprises nantaises. Mais aujourd'hui, quand on cherche à donner une définition de l'économie numérique, de quoi on parle? Parce qu'à une époque, on parlait de net économie. Est-ce qu'on parle d'économie du web? Est-ce qu'on est sur autre chose? L'économie numérique aujourd'hui, c'est quoi? Alors ça, c'est une question extrêmement difficile, parce qu'il y a autant de définitions qu'il y a d'acteurs, donc à moins d'aller sur Wikipédia, je pense qu'il y a forcément une définition officielle quelque part. Je vais être très honnête, je la connais pas, je l'ai pas lu avant de venir. Je suis allé, mais elle m'a pas forcément satisfait, donc c'est pour ça que je vous pose la question. Mais en fait, l'économie numérique, on va parler de l'économie et encore, même ça, je pense que c'est pas tout à fait exact, l'économie de l'immatériel, mais c'est des choses qu'on peut peut-être pas forcément toucher. Maintenant, l'économie numérique, c'est quelque chose, en fait, qui est présent un petit peu partout. C'est-à-dire, est-ce qu'un libraire qui effectivement est impacté par le numérique aujourd'hui, en fait, et qui forcément vit une révolution, en fait, dans son métier, est-ce que demain on va considérer, parce qu'il aura fait cette mutation, en fait, qui fait partie de l'économie numérique, ou qu'il est encore en dehors de la chose, on est sur des marges, en fait, qui sont un petit peu compliquées à définir. Nous, sur l'économie numérique, on considère en gros les startups, les e-commerçants, tous ces gens qui inventent les services innovants, en fait, de demain, que ce soit vraiment des services techno ou des innovations d'usage. Et puis l'économie numérique, c'est aussi tout ce dont on ne parle pas, qui touche les gens au quotidien, c'est-à-dire typiquement, vous allez dans n'importe quelle entreprise aujourd'hui, il y a ce qu'on va appeler un peu grossièrement un webmaster, parce que c'est plus des webmasters en fait aujourd'hui, mais il y en a un dans chaque entreprise, et c'est quelqu'un en fait qui fait du numérique au quotidien, donc ça impacte toutes les entreprises. Oui, on voit apparaître les community managers, etc., qui sont des nouveaux managers, noms. Qui sont des nouveaux métiers, en fait, qui sont des nouveaux métiers extrêmement porteurs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un déficit en termes de formation, en fait, sur ces métiers-là, parce que les entreprises sont en recherche de compétences. Moi, je passe beaucoup de temps à aller dans les écoles, à Audencia Centrale, pour expliquer aux étudiants que vous êtes étudiant en école de commerce, vous êtes étudiant en école d'ingénieur, mais vous n'êtes pas obligé d'aller travailler pour Altran à Paris. Il y a des métiers, en fait, responsabilisants à Nantes aussi, à côté de chez vous. Il faut saisir ces opportunités-là, parce que ce sont ça les métiers de demain, en fait. Oui, qui sont des métiers finalement qui sont pas si mal payés pour les jeunes générations, qui sont même assez recherchés aujourd'hui. Oui, puis surtout, ça correspond aussi à un besoin qui est extrêmement intéressant et qui est un peu représentatif de celui par lequel on a commencé l'émission, qui est la recherche de l'autonomie et du plaisir, en fait. C'est-à-dire que les jeunes générations, on parle beaucoup de la génération Y, entre guillemets. Ce sont des gens, en fait, qui ont besoin de prendre du plaisir dans ce qu'ils font, de trouver du sens, en fait, dans leur métier. Et ça, en fait, je trouve que dans le secteur d'activité que j'ai la chance de représenter un petit peu sur Nantes, on est vraiment beaucoup là-dedans. Philippe ? Ok, oui, peut-être une question sur l'appréciation des pouvoirs publics, locaux ou nationaux par rapport à cette économie du numérique. Est-ce qu'ils anticipent suffisamment? C'est-à-dire, on a l'impression que pour l'open data, par exemple, que vous avez évoqué, ils courent après. Quel regard avez-vous par rapport à cette attitude des pouvoirs locaux? Alors c'est là aussi une question un petit peu difficile, c'est-à-dire que on a à Nantes, je pense, la chance d'avoir des politiques qui ont bien saisi l'importance, peut-être parce qu'on était là en fait aussi, et qui se sont rendus compte que ça représentait une réalité économique pour eux, quand on a annoncé que qu'Atlantique 2 c'était 400 créations nettes d'emplois en 2012 sur nos 200 entreprises. Forcément, un élu, ça lui parle. Il se rend compte effectivement que là, il a un terreau qui est fertile, en fait, qu'il faut exploiter. Donc du coup, on a cette chance d'être à une période un peu charnière de mutation, en fait, dans le discours des élus, qui prennent de plus en plus conscience de l'importance de la question numérique dans l'économie. Faut savoir, juste un petit chiffre, en fait, que Internet, en général, on va dire le web au sens large, a contribué à la création nette de 750 000 emplois en France sur les 10 dernières années. C'est ce qui est prévu, en fait, encore sur les 5 prochaines, 750 000 créations nettes d'emplois directement liées à Internet. C'est 5% du PIB, de la croissance, en fait, du PIB en France. C'est bien, mais c'est pas assez, encore. Parce qu'en Angleterre, ils sont à 15% sur ce chiffre-là. Donc il y a encore besoin d'une petite prise de conscience, mais j'ai l'impression, en fait, qu'on y vient. Dans les discours, en tout cas, on le sent, et j'ai bon espoir, en fait, que ça soit matérialisé. Il y a un grand discours de politique numérique qui va être fait au mois de mai, normalement. Il y a bon espoir qu'il y ait des belles choses qui soient annoncées là-dessus. On va prendre une dernière pause.
Fréquence citoyenne. And who by fire, who by water, who in the sunshine, who in the nighttime, and who by high ordeal, who by common trial, who in your merry, merry month of May, who by very slow decay, and who shall I say is coming? And who in her lonely slip, who by barbiturate, who in these realms of love, who by something blunt, and who by avalanche, who by powder, who for his greed, and who for his hunger, and who shall I say is coming? And who by brave ascent, who by accident, who in solitude, who in this mirror, and who by his lady's command, who by his own hand, who in mortal chains, who in power, and who shall I say is calling? Fréquence citoyenne. Alors Adrien Pogetti, vous avez dressé un tableau de l'économie numérique locale finalement assez encourageant. C'est assez intéressant de vous entendre sur ce sujet. Si on parle d'un avenir un peu plus lointain, notre métropole là s'interroge aujourd'hui sur l'horizon 2030, la région sur l'horizon 2040. Il y a un certain nombre de scénarios, de visions qui s'établissent. Alors ça, c'est une question compliquée. On peut y passer le reste de la journée. Mais moi, je voudrais vous interroger un peu là-dessus. Cette société de 2030, vous la voyez comment? Et est-ce qu'il y a à la fois des scénarios positifs, parce que quand on fait de la prospective, on aime bien les lendemains qui chantent, enfin c'est toujours plus facile, mais comment vous la voyez cette société-là? Est-ce qu'il y a aussi à l'inverse des scénarios noirs du numérique? Oh là là, mais ça c'est vraiment la question piège, parce que pour le coup, je suis pas un très bon prospectiviste, et puis honnêtement, très honnêtement, je suis à peu près certain que je vais me planter. C'est-à-dire que si on réécoute l'interview dans mais les spécialistes aussi, rassurez-vous. Oui, non, mais c'est ça. En fait, c'est-à-dire que personne ne sait ce que sera le numérique en fait demain. Il y a Internet, le numérique au sens large est une révolution, c'est clair. Il me semble, je crois qu'il n'y a jamais eu autant de brevets déposés dans l'histoire de l'humanité que l'année dernière, et puis je pense que ce sera un record encore battu cette année. Il y a des choses, effectivement, sur l'éducation, sur la médecine, il y a des domaines qui vont être très fortement impactés, en fait, par le numérique.
Moi, je pense vraiment à la médecine, parce que je pense qu'il va y avoir des progrès incroyables de fait, en fait, auxquels on s'attend, qu'on commence à peine à toucher du doigt, en fait, et qui vont vraiment changer les choses sur la façon dont on vit. La question, en fait, des modes de déplacement urbain, en fait, qui va être fortement impacté. Google travaille déjà sur un prototype de ce qu'on appelle la Google Car, qui est un truc assez extraordinaire, puisque demain, il n'y a plus besoin de conduire, en fait, quasiment, on rentre j'essaye, je suis déjà dans la prospective, donc je sais pas si ça arrivera un jour, mais c'est certainement des choses qu'on peut imaginer très plausibles, en fait. Oui, les voitures se parlent entre elles. Ouais, c'est ça, et donc il n'y a plus d'accidents de la route, il y a plus on optimise ses temps de déplacement, on fait autre chose pendant ces déplacements, donc la question de l'information, en fait, l'accessibilité de l'information, se pose déjà de façon flagrante aujourd'hui, mais se posera, en fait, forcément encore plus demain. Je vois finalement assez peu de métiers, assez peu d'activités humaines qui vont pas être d'une façon ou d'une autre en fait impactées par le numérique. Là, nous ce qu'on anticipe et ce qu'on voit venir, on commence un tout petit peu à en parler, c'est les imprimantes 3D. Qui sont quelque chose. On voit ça des articles dans la presse sur le sujet beaucoup. On a eu nous, la chance d'en ramener une sur la dernière édition du Web Today, c'est des trucs qui sont spectaculaires, parce que on vient avec son plan, et puis l'imprimante en 1 heure, 2 heures, en fait, vous remplace quelque part la petite pièce qui est pétée dans votre machine à laver et pour laquelle vous alliez faire venir un dépanneur, machin. Vous trouvez le plan sur Internet, vous l'imprimez, en fait, et puis vous la remplacez vous-même. C'est des choses en fait comme ça qui vont. On va faciliter l'économie du collaboratif, du do it yourself, tout ça va impacter en fait assez fortement effectivement la façon dont on vit tout simplement quoi. Maintenant faire de la prospective. Si je me fais un peu l'avocat du diable et c'est pour ça que je vous parlais des scénarios noirs quand on parle de numérique etc. Il y a toujours quelque chose qui vient au-delà des peurs, des craintes classiques que vous avez évoquées de la société du contrôle, de la société de la surveillance et du contrôle, y compris du contrôle qu'on accepte auquel on participe nous-mêmes d'ailleurs en donnant des informations qu'on nous a même pas demandé. Mais est-ce que ça c'est ou est-ce que c'est simplement un fantasme et qu'on s'habituera comme non, c'est pas un fantasme en fait, mais moi le risque que je vois si on veut vraiment parler, puis bon là je dépasse le cadre de mon métier parce que c'est des considérations très personnelles et puis moi le risque que je vois c'est vraiment celui de la fracture numérique, c'est-à-dire entre une part de la population qui sera extrêmement bien informée effectivement sur ces risques-là et capable de prévenir en fait ces risques, et puis une part de la population en fait qui n'aura pas eu accès aux bonnes informations et qui va être finalement laissée pour compte. On a tendance à dire que l'économie de demain c'est plus tellement en fait que le pouvoir va être plutôt centralisé sur les gens qui seront dépositaires de l'information. C'est vrai que effectivement en fait avoir la bonne information, être capable de chercher la bonne information, on sait déjà que Google impacte très fortement en fait la capacité des enfants en fait à mémoriser des choses, même pour vous, vous retenez plus les numéros de téléphone, ils sont tous dans votre portable. Il y a 15 ans, vous appreniez les numéros de téléphone par cœur. Voilà, il y a énormément de choses en fait comme ça qui change en fait un peu les choses, mais demain la personne qui n'a pas accès à son smartphone parce qu'elle n'a pas les moyens, parce que pour une raison X ou Y elle n'a pas été formée à l'utilisation du smartphone, va effectivement être un peu laissée pour compte dans la société qu'on est en train de construire. Ça c'est pour moi c'est le vrai risque, c'est de laisser les gens en fait à la porte de cette révolution là. Donc toujours sur le même sujet, il y a l'autre question qui est la question du terrorisme numérique, c'est-à-dire il y a les virus, mais on voit bien aussi que ce système interconnecté il y a une fragilité. Il y a effectivement une grosse fragilité. Alors là, on est sur des débats qui sont presque politiques. On voit qu'Internet a quelque part aussi permis l'éclosion des révolutions arabes, en fait, et des printemps arabes. Donc il y a du pour, il y a du contre, mais en fait, c'est comme tout. C'est-à-dire qu'Internet est un outil quelque part, et cet outil dépend de l'utilisation qu'on va en faire. C'est-à-dire que c'est ce qu'on va mettre dedans qui va faire le futur d'Internet, quoi. Donc il y a effectivement des choses comme WikiLeaks, en fait. Il y a un risque, comme on voit le gouvernement chinois, en fait, qui contrôle un peu l'information. Demain, effectivement, si Wikipédia est hacké, en fait, il y a effectivement un vrai risque, en fait, là-dessus. Maintenant, Internet est aussi une formidable source d'expression pour le contre-pouvoir, parce que les hackers, comme on les appelle, auront toujours, avec Internet, une capacité à trouver un petit endroit, en fait, pour aller se faire leur place au soleil. Ok, peut-être pour terminer, globalement quand même, la perception qu'on peut avoir du numérique et de l'Internet, c'est que on met ça dans le progrès, quoi. Voilà. Alors,
Nous, au Conseil de développement, on travaille avec des jeunes dans le cadre d'Unicité en particulier. Alors eux, ils sont digital natives, pour reprendre le terme qu'on a évoqué tout à l'heure, et en même temps, ils ont des formes de réticence par rapport au numérique, à ce qu'on disait tout de suite, la surveillance, etc., ou le fichage. Et donc, globalement, ils sont plutôt, eux, méfiants vis-à-vis du progrès, et de celui-là, plus spécifiquement. Mais vous le ressentez, ça, ou... Moi, je le ressens, oui, un petit peu, même si, on va pas se mentir, les gens que je côtoie au quotidien sont plutôt des férus, en fait, de technologie et des utilisateurs, en fait. Hein. Mais maintenant, ce sont des utilisateurs éclairés, donc du coup, il y a une part de risque, en fait, qui est forcément moindre. Mais moi je trouve ça plutôt bien en fait que les gens se méfient, n'acceptent pas forcément tout ce qu'on leur donne en fait de façon bête et stupide. Puis, bon, c'est plutôt faut quand même qu'on garde une part de libre arbitre et de critique par rapport. Enfin, tout Internet n'est pas bon en fait. Hein. Il y a évidemment des choses en fait qui ne sont pas qui sont pas celles qu'elles devraient être quoi. Mais globalement, ces jeunes en fait aujourd'hui peuvent refuser effectivement une part de progrès lié à Internet. De toute façon, ce qui est sûr, hein, c'est qu'ils en ont déjà la maîtrise, hein, parce qu'ils sont nés avec, parce que de toute façon, leur monde n'est pas celui en fait de mes parents ou de nos grands-parents. Donc, ils auront de toute façon cette capacité en fait à s'adapter aux mutations qui arrivent. Donc ça, c'est déjà plutôt une chance pour eux. Et qu'ils regardent ça avec critique, moi, ça me pose pas de soucis en fait, hein, mais alors pas du tout. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit par exemple que l'utilisation de Facebook des adolescents aujourd'hui est radicalement différente en fait de celle que moi je peux en faire, hein, ou de celle que mes parents peuvent en faire. La question du basculement de la vie privée en fait et de ce qu'on donne à manger entre guillemets, enfin sur ces différents profils de sociaux est extrêmement différente en fait en termes de point de vue selon on appartient à une génération ou à une autre. Hein. Et du coup, c'est vrai que on assiste à des choses qui peuvent paraître extrêmement surprenantes, qui le seront de moins en moins avec le basculement et le renouvellement des générations, quoi. Et ce qui est intéressant, enfin, pour prolonger la question de Philippe là sur le progrès, parce que la réticence de ces jeunes gens là qui ont entre 18 et 25 ans et des niveaux de diplôme très très différents, certains en ont, d'autres pas, c'est que la méfiance ou la réticence qu'ils peuvent avoir vis-à-vis d'Internet, elle se transmet aussi à d'autres pans de la vie sociale. Et ça c'est une autre question, parce que pour nous la question du progrès, on est une génération déjà plus ancienne, on parlait de progrès, on parlait de progressisme même, il y avait une idée du progrès. Quand on a 30 ans aujourd'hui, c'est quoi l'idée du progrès, même au-delà d'Internet? Je vais vous livrer un sujet de dissertation. Non, mais c'est vrai, c'est un peu ça. Alors là, je vais essayer de pas dire de bêtises. Non, mais l'idée en tout cas, moi, à titre personnel, que je me fais du progrès, hein, je vais dire des trucs un peu bateaux, mais c'est vrai que, pour moi, le progrès doit nécessairement inclure la question du développement durable. En fait, hein, la question de l'environnement doit être nécessairement, intégrée. Dès qu'on parle de progrès, on peut pas imaginer l'un sans l'autre, parce que sinon, c'est pas vraiment du progrès. Il y a une question, en fait, je dirais d'apporter un petit peu plus de confort en fait, et de capacité à se débarrasser en fait, des tâches qui sont un petit peu qui font perdre du temps. Je dirais, ça c'est des trucs qui nous empoisonnent un petit peu la vie de tous les jours. Gagner du temps sur ces trucs-là pour consacrer un petit peu plus de temps, moi j'espère en tout cas, à se former, à se cultiver. En fait, pour moi le progrès c'est un petit peu ça. Et puis surtout, c'est la question de la solidarité, c'est-à-dire que je vois pas le progrès comme quelque chose de positif si ça n'embarque que 10% en fait des gens de la planète. Il faut que le progrès soit quelque chose de partagé, sinon c'est pas du progrès. Très bien. En tout cas, merci Adrien Poletti. Cette émission arrive à sa fin. Finalement, vous aurez gardé volontiers un peu plus longtemps. Mais je serais bien resté aussi. On aura eu d'autres sujets de conversation. Parce que je crois qu'au moment où on parle de projet de territoire, de ma ville demain, etc., la question numérique, des enjeux du numérique était une question importante. Et on a compris aussi que vous alliez encore rester sans doute quelques années à Nantes. J'espère, en tout cas. Oui. C'est plutôt une bonne nouvelle. En tout cas, merci de votre présence et à bientôt et continuez à écouter Radio Nantes. Merci à vous. Merci. Conseil de développement. Prospettive. Participation. Territory. Obmany. Entwicklung. Euradio Nantes vous a présenté Fréquence Citoyenne, l'émission à l'écoute du futur que vous pouvez réécouter sur notre site internet euradionantes.eu.